Aujourd'hui, je vais vous partager un retour d'expérience. Je vais vous raconter comment nous avons migré notre plateforme Sysplay dans le cloud. Merci à les personnes qui me disent que c'est OK. Imaginez, vous avez un record d'audience sur votre site web. Peut-être une émission à succès, ou les soldes. Vous avez plein de visiteurs, la charge monte, vos serveurs s'enflamment. Pas comme ça. Et votre application s'écroule sous la charge. Donc, vous décidez d'ajouter des nouveaux serveurs. Et là, une question que je vous pose. Combien de temps vous faut-il pour ajouter des nouveaux serveurs? Eh bien, sur un hébergement traditionnel, une semaine pour trouver le temps, trouver le serveur que vous voulez sur le site de votre fournisseur, faire un devis. Une deuxième semaine pour faire valider ce devis par votre chef, par le service achat. Une troisième semaine pour passer commande. Si rupture de stock, ça rallonge. Une quatrième semaine, le temps de la livraison. S'il y a des grèves, ça met encore plus longtemps. Et puis une cinquième semaine pour emmener ce serveur dans votre data center, le brancher, l'installer, tout ça. Bref, 5 semaines pour avoir un nouveau serveur, c'est pas très rapide. Et vraiment, s'il vous a fallu 5 semaines, ou même 5 jours, ou même 5 heures pour ajouter des capacités, vous avez été beaucoup trop lent. Vos clients potentiels sont partis chez vos concurrents. Et d'ailleurs, les soldes, ça dure pas tout juste 5 semaines. Alors, est-ce que le cloud ne répondrait pas, entre autres, à ces problématiques? Je m'appelle Pascal Martin, je suis lead DevOps chez Bedrock. On développe une plateforme de VOD et de replay que nous vendons en marque blanche à nos clients des broadcasters européens. Et en France, vous nous connaissez certainement, c'est nous qui propulsons Sysplay.fr. Alors si on prend Sysplay.fr et qu'on réfléchit un petit peu à notre architecture pour que vous ayez une vue très macro de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, on a des utilisateurs qui utilisent des applications web, iOS, Android, IPTV, des box, des smart TV, plein de choses pour accéder à nos services. On a une plateforme vidéo, une plateforme data, des third parties. Je ne parlerai pas de tout ça aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur ce qui va apparaître bientôt au milieu. Bien, au milieu, nous avons une API de catalogue qui tape sur un index Elasticsearch. Nous avons une base de données alimentée par des API et des sites de contribution. Cette base de données est synchronisée régulièrement vers Elasticsearch via un mécanisme de dénormalisation. Nous avons une API de gestion d'utilisateurs qui, on-prem, stockait ces données dans Cassandra. Puis des API, comme ça, on en a tout plein, les unes après les autres, qui ont chacune leur stockage, et certaines ont un stockage partagé. Tout ce qui est ici encadré en rouge, c'est ce que j'appellerais le back-end, et c'est ce sur quoi je me concentrerai aujourd'hui. Et nos utilisateurs, bien sûr, accèdent à ces API. D'une certaine manière, déjà on-prem et historiquement, notre architecture était composée de nombreux, plus ou moins, microservices. À peu de choses près, on était presque déjà cloud native. Alors, on-prem, je vous ai dit on-prem, qu'est-ce que c'était pour nous? C'était une salle dans un data center parisien. C'était des serveurs qu'on achetait, qu'on amortissait sur 3 ans. S'ils duraient 5 ans, tant mieux, on gagnait de l'argent. C'était du matériel réseau, où il fallait brancher des choses. Puis c'était des coûts supplémentaires comme de l'électricité, de la climatisation, le coût du personnel qui se rendait dans le data center. Bref, tout ça, c'est ce que j'appellerais on-prem sur la suite de cette conférence. Mais revenons à Sysplay. Fin 2017, début 2018, on s'est dit notre plateforme de vidéo, elle marche. On pourrait peut-être la vendre à d'autres clients en marque blanche. On a commencé donc en 2018, début 2018, à déployer cette plateforme en Belgique, en Croatie et en Hongrie. Pas la même plateforme qui marchait. Mais 3 nouveaux pays, ça veut dire plus de contenu, ça veut dire plus d'utilisateurs, plus de trafic, plus de charges. Et pour vous donner 2 chiffres, les conséquences de l'international, c'est 2 téraoctets de fichiers en plus qui s'ajoutent tous les jours sur notre plateforme. Les vidéos, ça prend de la place. Et par rapport à avant Sysplay.fr uniquement, on a fait x2 sur le trafic et sur la charge. Et donc, au bout d'un moment, quand on regardait nos graphes de charge on-prem, donc ça c'est un hyperviseur on-prem avant qu'on commence à migrer vers le cloud, eh bien certains soirs, pendant notre pic de charge, on montait jusqu'à 98% d'utilisation de l'hyperviseur. Autrement dit, on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Et même sur certaines applications, il nous arrivait de toucher 100% de CPU pendant une demi-heure ou 1 heure. Pendant ce temps, vous le devinez, l'expérience utilisateur était un petit peu dégradée. Et puis j'ajoute par-dessus ça qu'on a un trafic assez saisonnier. Ici, on voit l'effet de la rentrée de septembre à droite sur le graphe. En août,
plateforme peu chargée, en septembre, on fait x2 sur la charge presque du jour au lendemain. Et pourtant, quand on était on-prem, on payait 100% des serveurs tout le temps. Donc, migrer vers le cloud. Pourquoi migrer vers le cloud? Eh bien, pour répondre à des problématiques de montée en charge. On veut plus de clients, plus de trafic. Puis on veut savoir répondre à des événements spéciaux, des émissions à succès, des matchs de football dans plusieurs pays le même soir. Et le graphe que je vous ai montré à 100% de CPU pendant une demi-heure juste avant, c'était le soir d'un match de football entre la France et la Croatie, qui était diffusé sur notre plateforme dans les deux chaînes. Bref, le cloud, c'est pour plus de souplesse et plus d'élasticité. Très rapidement, on a décidé qu'on allait exploiter au maximum les services managés de notre fournisseur. On est parti chez AWS. Et on s'est mis à utiliser S3, RDS, DynamoDB, SQS, Route 50. Enfin, il y en a dans tous les sens. Il y en a, 180 ou 210 des services managés. On utilise quelques-uns. Ces services managés, on les pilote avec Terraform. Et chaque projet gère son infrastructure. Je vous montrerai tout à l'heure comment. Pour ce qui est des applications, maintenant, on a choisi de les packager et de les déployer via des conteneurs. Intérêt, pouvoir déployer une application en isolation sans casser les autres, et pouvoir reproduire nos déploiements, par exemple pour autoscaler à 21h, et être sûr que les nouvelles instances, d'une certaine manière, qui arrivent à 21h, jouent la même version de l'application que celle qu'on a déployée dans la journée. Et puis des conteneurs, c'est aussi des concepts qui étaient assez familiers en 2017-2018 pour les développeurs. Ils commençaient à travailler un petit peu avec Docker. Et puis d'une certaine manière, faire tourner Nginx et PHP FPM dans des conteneurs ou faire tourner Nginx et PHP FPM dans des machines virtuelles, ça ne change pas grand-chose du point de vue des développeurs. Donc c'est aussi assez familier. Cela dit, qui dit conteneur en production, dit des questions plutôt intéressantes. Par exemple, comment toujours avoir Nginx et PHP FPM qui tournent? Et même, comment les faire communiquer? Un peu plus loin, comment scaler le nombre de conteneurs PHP FPM, automatiquement bien sûr, en fonction de la charge? Eh bien, on a réfléchi à ces problématiques. Et en 2017, petit truc qui s'appelait Kubernetes avait l'air de prendre un petit peu la tête dans la guerre des orchestrateurs de conteneurs. On est parti vers Kubernetes, et en 2018, pendant qu'on était en train de migrer, on s'est rendu compte qu'on avait bien fait, et que Kubernetes avait gagné cette guerre d'une certaine manière. Je vous parlais de services managés, je disais qu'on utilisait au maximum les services managés de notre fournisseur. Malheureusement, nous n'avons pas utilisé EKS au début, nous avons géré nos clusters nous-mêmes avec COPS, parce que EKS a été disponible à Paris seulement après le début de notre migration. Et en 2018, c'était pas très mûr. Ça a bien mûri en 2019-2020, on utilise maintenant EKS pour certains de nos clusters, et pas encore tous. Un side effect potentiel du cloud, ça va être de vous permettre d'améliorer la résilience de vos applications. Vous pourrez plus facilement avoir des read réplicas, ce genre de choses. Ça va vous demander tout de même beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un talk à ce sujet à reInvent 2020 et la vidéo a été publiée, je crois, la semaine dernière. Et on a un petit peu perdu en résilience quand on est parti dans le cloud. On a regagné après, mais au début, c'était le début. Et j'anticipe dès maintenant une question que vous allez me poser tout à l'heure. Et serverless, est-ce que vous faites du serverless? Souvent, la personne qui pose cette question pense à des fonctions lambda, donc de l'exécution de code. En 2017-2018, on s'est dit les fonctions lambda, ça a l'air plutôt bien adapté en réaction à des événements, mais ça ne nous semble pas très adapté pour du temps réel, pour répondre à des requêtes HTTP. On avait peut-être raison, on avait peut-être tort, mais les quelques tests qu'on avait faits, on n'était pas convaincus. On se posait des grosses questions de gestion des coûts autour des lambdas, de déploiement, de mise à jour, de maintenance. Donc on a choisi de ne pas partir vers des fonctions lambda au départ. On en fait plus maintenant. Mais serverless, ce n'est pas que l'exécution de code, c'est pas que des lambdas. Et serverless, on en utilise dès le premier jour pour, par exemple, stocker des fichiers. Vous vous souvenez les 2 téraoctets qu'on ajoute tous les jours? On ne va pas raquer des disques tous les matins. S3, magie. Pour stocker des données d'autres manières, par exemple DynamoDB, c'est un service fantastique. Pour des fils de messages, on a remplacé RabbitMQ par SQS sur la plupart de nos applications. Et tous les problèmes qu'on avait avec RabbitMQ ont disparu. Ils n'ont pas été remplacés par des problèmes avec SQS. Donc oui, nous faisons du serverless, assez peu pour l'exécution de code, et pas pour l'exécution de code au départ.
Alors, notre planning de migration, comment on s'y est pris? Vous allez le voir, spoiler alert, ça prend du temps de migrer dans le cloud. On a commencé novembre 2017, en fait, quand j'ai rejoint l'entreprise. Premier truc, c'était de faire de la R&D, découvrir plusieurs fournisseurs de cloud, les comparer, tester les services managés, les comparer, vérifier comment des applications PHP s'interfaçaient avec ces services managés, découvrir Kubernetes et d'autres orchestrateurs de conteneurs. Bref, de la R&D. Puis au bout de quelques semaines, quelques mois, on s'est dit avec des collègues, ok, on va faire un truc parfait, on va faire une chaîne de CI parfaite, on aura du monitoring parfait, du logging parfait, la scalabilité dans Kubernetes, ça sera parfait, on n'en a jamais fait. Et on a commencé à essayer de faire des trucs parfaits, et au bout de quelques temps, on a fini par se rendre compte, on aurait peut-être pu le réaliser plus tôt, qu'on était parfaitement incapable de faire des choses parfaites, d'autant plus qu'on ne savait parfaitement pas quel problème on allait rencontrer en production. Donc là, on a changé notre fusil d'épaule, et on s'est dit, YOLO, si on mettait une application en prod et qu'on voyait comment elle explose. On sait parfaitement qu'elle explosera, mais on ne sait pas comment. On n'y a pas été de façon tout à fait aussi sauvage, vous verrez tout à l'heure. Mais à partir de mai 2018, on a commencé à créer nos environnements chez AWS, à créer nos clusters Kubernetes, et ça s'est accompagné d'une très forte montée en compétences des équipes, notamment des sysadmins. 2 mois plus tard, le 16 juillet 2018, nous avons déployé le 1er% de notre première application dans le cloud. Je vous montre tout à l'heure comment. On a enchaîné, on a migré nos premières applications, et on a appris plein de choses. Oui, ça y est, on était sur des nouvelles technos, donc des choses ont cassé, donc on a appris, et on a réparé, et on est vraiment monté en compétences. Ça nous a mis en confiance tout de même dans le fait que ça marchait, quoi. Donc on a commencé à déployer nos premiers projets cloud only, des projets qui ont été déployés uniquement sur le cloud. Après quelques mois, printemps l'année suivante, on avait fini de déployer les applications simples, si on peut dire, c'est un peu vexant de le dire comme ça, mais on a les premières applications. On s'est dit, ça y est, maintenant c'est le moment de passer aux grosses applications. Et on a 2 grosses API, pas des microservices, des microservices plutôt. Et on les a déployés. Forcément, on a eu des problèmes qu'on n'imaginait même pas. Pour ceux qui ont fait du Kubernetes à l'époque, par exemple, KubeDNS, c'est le moment où on est basculé vers Core DNS qui nous a posé moins de problèmes, où on a ajouté du cache DNS, où on a revu les CNI au niveau réseau, enfin on a fait plein de choses. Et on a appris encore petit à petit, on a amélioré, on a fiabilisé. Et qui dit grosses applications dit ça commence à coûter cher. Donc on a aussi fait quelques premières optimisations des coûts, je vous en parlerai à la fin du talk. On arrive septembre 2019 à peu près, on a terminé de migrer toutes nos applications user-facing, donc toutes les applications qui ont besoin de scaler. Il nous reste les API internes et les back-office, bref, des choses qui ne sont pas passionnantes à migrer, qui n'avaient pas vraiment besoin de migrer dans le cloud, mais on voulait fermer notre salle serveur, donc il fallait les migrer aussi. Puis en parallèle, on a continué à travailler sur l'outillage et l'automatisation. L'objectif, c'était d'éteindre la salle serveur on-prem en juin 2020, et à ce moment-là, d'être totalement dans le cloud. En réalité, on prévoyait de garder une petite salle serveur plus petite à côté. Cela dit, l'année 2020 est passée par là pour tout le monde. Et 2020, pour nous, on a eu des gros projets prioritaires, plus prioritaires que terminer la migration dans le cloud. Et puis on a eu le Covid qui est arrivé en début d'année, qui nous a un petit peu fait douter de notre capacité à finir la migration avant juin. Donc on a choisi de prolonger notre hébergement on-prem 1 an de plus, ce qui nous a donné un petit peu de mou. Et donc en fin mai, on aura fini notre migration. On est en train d'éteindre les serveurs, il en reste de moins en moins tous les jours. Bref, migrer dans le cloud, ça prend du temps, il faut former, il faut accompagner les équipes, expliquer aux développeurs comment déployer des applications dans le cloud, par exemple, comment exploiter des services managés au mieux. Voire même, j'ai eu des collègues qui m'ont dit qu'ils réapprenaient leur métier. C'est quelque chose qui est très vrai pour des sysadmins qui avaient l'habitude on-prem de faire des machines avec Ansible, des serveurs qui duraient 3 ans, 5 ans, qui étaient soignés aux petits oignons. Là, on fait un truc, ça marche, tant mieux, peut-être on est meilleur, ça marche pas, tant pis, on détruit, on recommence. C'est une révolution. Et ça prend du temps aussi, parce que la migration dans le cloud, c'est quelque chose que nous avons intégré à notre travail quotidien. On n'a pas figé les projets pendant 6 mois, non, nous avons continué à travailler, nous avons migré petit à petit.
Alors maintenant, comment est-ce qu'on migre, techniquement parlant? Et surtout, comment est-ce qu'on migre en limitant le risque? Le but, c'est pas d'exploser nos plateformes. Commençons par les forces en présence. Petite équipe infrastructure, on avait entre 4 et 6 administrateurs système. Leur rôle principalement, c'est de travailler sur l'infrastructure de base, l'infrastructure transverse. Créer les comptes AWS, créer les réseaux, créer les premières politiques de sécurité, créer les clusters Kubernetes, gérer la scalabilité des clusters Kubernetes. Notre équipe de sysadmin. Les développeurs adaptent leurs projets. Donc, ils décrivent comment déployer des projets dans Kubernetes. Ils font des pipelines de déploiement. Ils réfléchissent à la scalabilité. Ou même, les développeurs adaptent leurs projets pour exploiter DynamoDB et SQS au lieu de Cassandra et RabbitMQ. Assez fréquemment, les ops et les devs testent les performances de l'application dans le cloud. Et on a une petite équipe DevOps, on était entre 1 et 3 à l'époque. On était chargé d'accompagnement et de formation, donc on a passé beaucoup de temps en pair programming avec les développeurs pour les aider à monter en compétences sur le cloud en général. Je vous disais tout à l'heure, l'infrastructure fait partie des projets. Et maintenant, je vous le prouve. Ce que vous avez ici, c'est notre répertoire .cloud. Quand on lisait un peu sur Internet, on disait ouais, il faut un Dockerfile à la racine du projet, un Jenkins file à la racine du projet, un chart à la racine du projet. Je dis, mais au bout d'un moment, c'est un bordel sans nom. Il y a n'importe où. C'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc on a créé un dossier .cloud avec 4 sous-dossiers qui sont les mêmes pour tous nos projets, qui prennent les 4 étapes requises pour déployer un projet dans le cloud. Créer l'infrastructure avec Terraform, créer les images Docker, le chart Helm pour déployer vers Kubernetes, et le pipeline Jenkins qui orchestre. Et si je zoome un tout petit peu sur le répertoire Terraform, en général, on a un fichier Terraform par service AWS, et notre code Terraform est le même pour tous nos environnements. Le répertoire vars contient un fichier de variable par environnement. Donc quand on arrive en prod, notre infrastructure, il y a de très bonnes chances qu'elle marche. Parce que le même code a servi à créer l'infrastructure de staging. Et le même code a servi au quotidien aux développeurs à créer leur infrastructure de développement. Tout ce qui change entre ces infrastructures de développement, de staging et de production, ce sont les valeurs de quelques variables. Et assez typiquement, le dimensionnement des machines, le dimensionnement des instances. C'est tout ce qui change. Je ne vous fais pas un cours de Terraform, je veux juste vous montrer très rapidement. Ça, c'est un tout petit bout de Terraform. Je ne suis même pas sûr qu'il marche parce que je l'ai beaucoup tassé. C'est un fichier texte avec des correspondances, des remplacements de variables. C'est la syntaxe Terraform 0.11 qui date de quand on a commencé à migrer vers le cloud. La syntaxe est un petit peu allégée sur certaines choses depuis. Et puis ici, un fichier qui permet de décrire un autoscaler dans Kubernetes. Donc ici, on a une application qui scale entre 4 et 50 réplicas en fonction de la charge CPU. Mais si je vous montre ces deux fichiers, c'est parce que ces deux fichiers sont des fichiers texte. Ils vont dans .cloud/terraform et .cloud/chart dans le projet. Et en fait, ils sont committés. Ils vont passer en pull request. Les développeurs vont itérer dessus. Ces fichiers vont être historisés. En fait, l'infrastructure as code, est traitée exactement de la même manière que le reste du code du projet. Donc les nouveaux développements sur une pull request vont être accompagnés de l'infrastructure qui évolue. Et ça, c'est vraiment puissant. Nos développeurs, depuis toujours, je pourrais dire, depuis 2015 ou avant, avaient l'habitude de déployer en production eux-mêmes. Déployer en production, ça fait partie de chacune des user stories. Et le screenshot que j'ai fait ici, c'est le nombre de mises en production par jour. Avant qu'on commence à migrer dans le cloud, on faisait entre 20 et 30 déploiements en production par jour. Au moment de migrer vers le cloud, bien sûr, on a voulu conserver la même logique et permettre aux développeurs de déployer ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Cela dit, notre outil de CI, qui était très sympathique, développé en interne, on l'aimait beaucoup, mais il était un petit peu vieux et plus personne ne savait le maintenir, et on n'avait pas envie d'investir dedans. On s'est dit, on va faire une nouvelle chaîne de CI parfaite dans un moment, et en attendant, on a fait un pipeline Jenkins qui construit les images Docker, les déploie en staging, demande au développeur, est-ce que tu veux continuer jusqu'en prod? Le développeur dit oui, et boum, on déploie en prod. Cette chaîne de CI temporaire, elle a fait l'affaire pendant 2 ans et demi quand même. On part chez AWS. AWS, fin 2017, a ouvert une nouvelle région à Paris.
Et notre data center on-prem était à Paris. C'est juste génial. Entre notre ancien hébergement et notre nouvel hébergement, on a 1,4 millisecondes. Ça permet de faire des trucs absolument fantastiques ou dégueulasses, selon à qui vous demandez, comme prendre l'exécution de l'application, donc le code PHP, le déployer chez AWS, tout en gardant la base de données on-prem. Je vous garantis, ça marche. Et ça permet de se concentrer sur migrer uniquement l'exécution du code. Puis une semaine après, quand on voit que tout marche bien, on migre la base de données. 1,4 millisecondes. Génialissime. Et alors maintenant, si on commence à migrer, on part de ça, une application hébergée on-prem. Des utilisateurs interrogent Varnish, qui fait du load balancing entre les différentes VM où on a Nginx et PHP FPM. C'est une stack PHP assez classique. Et on avait ça pour la plupart de nos applications. Première étape de la migration, on insère devant Varnish mettons un load balancer, logiciel HAProxy. Et on le configure pour qu'il envoie tout le trafic sur Varnish. Autrement dit, pas de changement, on a juste ajouté une brique au milieu. Mais là, on commence à déployer notre application dans le cloud. C'est des conteneurs, c'est Kubernetes, les load balancers, c'est autre chose que Varnish, mais globalement, ça se ressemble beaucoup. Et nous, administrateurs système très malins, on connaît l'adresse secrète de cette application. Donc on peut valider qu'elle a l'impression de plutôt bien marcher. Ça nous met en confiance avant de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est reconfigurer HAProxy pour envoyer 1% du trafic dans le cloud. Et sur une plateforme de la taille de Sysplay, 1% du trafic, ça nous permet assez vite de voir si ça marche ou si ça casse. Et si ça casse, ça ne casse que pour 1% des utilisateurs. Si ça marche, on monte à 5%, on monte à 10%, 25%, 50%. Et là, on arrive à une migration qui est à moitié faite. On a la moitié des requêtes servies depuis on-prem, la moitié des requêtes servies depuis le cloud. On le voit au niveau du monitoring. Le screenshot que vous avez ici, c'est les métriques HAProxy devant une de nos applications. Et on voit qu'à à peu près 10 heures le matin, on a inséré HAProxy qui envoyait 100% du trafic on-prem, en jaune. Et en début d'après-midi, vers 14h30, on a commencé à envoyer 1%, puis très rapidement 10% du trafic dans le cloud, en vert. Ça s'est bien passé. On est donc monté à 50%, donc 50-50, les deux courbes se chevauchent. Puis arrivé 16h30, je crois, quelque chose comme ça, c'est écrit petit, je le vois assez mal. Vers 16h30, on s'est dit, bon, on a un pic de soir à 21h, on sera pas là à 21h. Ça a l'air de marcher, mais soyons prudents, et on est redescendu à 10% pour voir comment la nuit se passait. Et de toute évidence, la nuit s'est bien passée. Si on met HAProxy, c'est aussi pour jouer un rôle de sécurité, c'est pour sécuriser notre migration. Et assez fréquemment, on va rester avec 99% du trafic qui part dans le cloud et 1% du trafic qui part on-prem, pour garder des caches chauds on-prem. Mais on configure HAProxy pour rebasculer automatiquement on-prem si le cloud arrête de répondre, si on a des erreurs, si on a des timeouts. Et on voit ici sur ce graphe, à plusieurs fois, on a des pics jaunes. C'est parce qu'on a eu des erreurs sur notre nouvel hébergement, et HAProxy a rebasculé on-prem temporairement. Et ça nous a bien aidé. On était à 50-50, bon bah tout va bien, on continue, 75, 99 et 1%. On laisse généralement comme ça pendant une semaine à peu près, le temps de voir s'il y a des erreurs en bénéficiant de la rebascule automatique on-prem en cas de problème. Et puis, on monte à 100% du trafic dans le cloud. HAProxy ne sert plus à rien dans ce cas-là, donc on reconfigure les DNS pour pointer directement vers le cloud. Et au revoir petit serveur on-prem. Eh bien, félicitations, nous venons de migrer notre première application vers le cloud. Et les joies d'une architecture microservice, c'est que maintenant il faut faire la même chose pour les 49 autres. Cela dit, basculer progressivement, c'est bien. On se rend généralement compte si ça passe ou si ça casse, puis on revient on-prem si ça passe pas. Mais pour certaines applications critiques et ou à forte charge, et ou qu'on ne sait pas dimensionner instinctivement, des fois, on aimerait peut-être valider la tenue à la charge avant de basculer, ça serait plus sécurisant peut-être. Et c'est pas quelque chose qu'on a fait pour toutes les applis, mais on l'a fait pour certaines. Voilà comment on a fait. On repart de notre stack on-prem, on commence à déployer l'application dans le cloud, et là,
on-prem, on utilise un outil qui s'appelle GoReplay, la commande s'abrège en Gore, et cet outil, il est capable d'intercepter le trafic réseau, d'écouter le trafic réseau, et de le rejouer à l'identique ailleurs. Donc on écoute tout le trafic réseau qui arrive on-prem, et boum, on le rejoue sur le serveur dans le cloud. Un effet assez typique, c'est que l'application va auto-scaler dans le cloud. Et ça nous permet de valider la tenue à la charge de l'application dans le cloud. Je dis qu'on écoutait tout le trafic et qu'on rejouait tout le trafic, en réalité on peut filtrer pour ne prendre que les requêtes en get, pour filtrer sur certains chemins. On n'est pas obligé de tout faire non plus. Et si vous regardez à nouveau ce schéma, vous allez remarquer qu'on a été un petit peu démoniaque. Varnish, c'est un proxy cache. Et sur certaines de nos applications, Varnish répondait à 90% des requêtes, ou plus, sans interroger PHP, qui ne traitait donc que 10% des requêtes. On a placé Gore avant Varnish. Donc, Gore écoute toutes les requêtes entrantes. Donc quand on a rejoué le trafic dans le cloud, on a balancé dans le cloud 10 fois plus de requêtes que ce que PHP et Nginx ne recevaient on-prem. Et bien ça, c'est un bon test de charge, avec du trafic réel de vrais utilisateurs. On n'a même pas eu besoin d'écrire un scénario de test. Bah non, on a pris du vrai trafic et on a vu que notre déploiement dans le cloud marchait sur du vrai trafic, de la vraie charge. Et ça, c'était très 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 cool. Quand je parle de tenir la charge, je pense à quoi? Je pense à du dimensionnement, à du fine-tuning, la quantité de CPU et de RAM requestée est limitée au niveau de Kubernetes, par exemple, le nombre de connexions réseau sur les EC2 en dessous du cluster, ce genre de choses. Je pense aussi à la scalabilité. Est-ce qu'on va scaler en fonction de la consommation CPU? Est-ce qu'on va scaler en fonction du nombre de processus PHP FPM disponibles? Ça va dépendre des applications. Gardez à l'esprit, quand on commence à fine-tuner, on peut y passer une éternité. Et il faut savoir faire des compromis entre répondre rapidement, limiter les coûts et y passer beaucoup trop de temps. Migrer du code applicatif, finalement, c'est assez simple. Assez simple. Ça prend du temps, mais c'est pas si compliqué. Mais migrer des données, comment ça se passe, migrer des données? Eh bien, imaginons un premier cas. On a une API qui est appelée en lecture publiquement et qui est appelée en écriture uniquement en interne, uniquement par nous. Cette API utilise une base de données MySQL pour son stockage. Donc ça ressemble, pardon, mauvais raccourci clavier, ça ressemble à ça, des utilisateurs, une API, une base de données. On veut migrer tout ça dans le cloud. Eh bien, on commence par déployer l'API chez AWS et on la configure pour interroger la base de données on-prem. Vous vous souvenez? 1,4 millisecondes. Ça se voit pas si on fait une seule requête SQL. Ensuite, on insère HAProxy, on fait une bascule progressive jusqu'à 50%. Et on utilise toujours la base de données on-prem. Si on a basculé 50% du trafic, c'est peut-être le temps de commencer à réfléchir à comment basculer la base de données. Eh bien, on crée un serveur de base de données dans le cloud, on fait un dump de la base de données, on le réimporte dans le cloud, et là, attention, j'ai bien parlé d'un dump et pas d'une réplication, si nous faisons des écritures dans la base de données on-prem, nous perdrons ces données. Mais ça tombe bien, c'est une API qui n'est appelée en écriture qu'en interne, donc on a demandé à nos utilisateurs internes d'aller faire une longue pause café et d'arrêter d'utiliser cette API. L'étape suivante, c'est reconfigurer l'application dans le cloud pour utiliser la base de données dans le cloud, et bien sûr, reconfigurer l'API on-prem pour aussi utiliser la base de données dans le cloud. La base de données on-prem ne sert plus à rien, bon bah finalement on peut la supprimer. Et on a toujours 1,4 millisecondes, cette fois-ci dans l'autre sens. On peut continuer notre bascule, monter à 100% du trafic envoyé dans le cloud, et puis là, l'API on-prem ne servait plus à rien, quoi. Donc on l'a enlevé. Et puis HAProxy ne sert plus à rien, on l'enlève aussi, et on éteint des serveurs. Nous venons de migrer une base de données. Et on a très peu de bases SQL qui sont appelées à chaud en lecture par les fronts, qui sont appelées en écriture par les fronts, donc ça marche assez bien ce qu'on a fait ici. Et couper le service en interne pendant une demi-heure ou 2 heures, c'est assez souvent acceptable. Deuxième cas. Une application, grosse application, qui utilisait Cassandra pour stocker ses données. On a choisi de réécrire l'application pour utiliser DynamoDB. C'était une application un peu legacy, elle était assez fortement couplée à son stockage, donc on l'a réécrit pour améliorer ça au passage. Grosse refonte. On ne voulait pas gérer Cassandra chez AWS, on s'est dit DynamoDB, c'est
l'équivalent d'une certaine manière. Comment on a fait pour migrer? Eh ben, on a coupé le service, on a coupé Sysplay pendant 4 heures. Ça nous a permis de dumper les données indispensables, les réimporter dans DynamoDB. On a ensuite réouvert Sysplay et le reste des données, les données non critiques, on les a importées calmement sur le reste de la journée. Cette application, c'est la seule migration vers le cloud pour laquelle nous avons totalement coupé Sysplay. C'est aussi la seule migration qu'on a fait de nuit. Toutes les autres migrations, des dizaines de microservices, on a tout migré 2 jours sans coupure de service. Sauf des fois pour des équipes internes chez nous. Ça, c'était assez fun. On aurait peut-être pu faire quelque chose à chaud en faisant de la réplication de données entre Cassandra et DynamoDB, mais ça aurait été tellement de travail que couper le service pendant 4 heures, ça coûtait beaucoup moins cher et c'était beaucoup moins risqué. Un troisième cas, une API qui lit depuis Elasticsearch, qui est alimentée par un traitement batch, j'en parlais tout au début dans l'architecture. Le schéma ressemble un petit peu à ça. On crée l'architecture chez AWS, donc l'API Elasticsearch, et là, on reconfigure notre traitement batch pour qu'il écrive dans les 2 index Elasticsearch. C'est une fonctionnalité qu'on avait développée il y a très longtemps, ça nous avait servi plusieurs fois pour faire des montées de version d'Elasticsearch. Ensuite, vous connaissez la musique, HAProxy, bascule progressive, on arrive jusqu'à 100%, on enlève HAProxy. Du coup, l'indexation, le batch, il n'y a plus besoin d'écrire dans Elasticsearch On-Prem, on arrête, et l'API et Elasticsearch On-Prem ne servent plus à rien, on peut les supprimer. Il reste à migrer le traitement batch, c'est une histoire pour un autre jour. Donc on a parlé migration jusqu'à présent, il reste les nouveaux projets, les projets cloud native si on veut. On a dit tous nos nouveaux projets sont dans le cloud, plus aucun projet ne se déploie on-prem, 100% cloud. Et une des grosses questions qui se posait beaucoup au début quand les équipes étaient moins mûres, c'était comment choisir les services AWS à utiliser pour chaque projet. Rappelez-vous, il y en a 180, 210, il y en a tout plein. Et bien c'est là qu'avoir une équipe DevOps un petit peu centrale et transverse, c'est assez pratique, ça permet à cette équipe de monter en compétences et de savoir ce qui est utilisé dans toutes les autres équipes pour aussi tirer un peu des retours d'expérience de part et d'autre. Combien ça coûte? Je pourrais faire une conférence entière sur le sujet des couches AWS, j'en fais une à la fin du mois, où je pourrais vous présenter une page d'un livre, et c'est vraiment une page d'un livre, qui vous raconterait que tout plein de choses. Je vais faire un petit peu plus court, et je vais vous parler de l'enfer des coûts. L'enfer. Chez AWS, ou ailleurs, tout se paye. Vous payez les instances, vous payez le réseau, vous payez le volume de trafic, vous payez le nombre de requêtes, des fois il y a des prix différents en lecture, en écriture, vous payez les logs, vous payez les métriques, vous payez le stockage, tout, vous payez tout. Avec des facteurs supplémentaires. Selon la taille des messages, vous payerez peut-être plus ou moins cher. Si vous voulez des données fortement cohérentes ou peu cohérentes, vous payerez des prix différents. Si vous voulez récupérer vos données plus souvent ou moins souvent, tarif différent. Si vous vous engagez et que vous perdez en souplesse, tarif différent. Puis des fois, la durabilité aussi joue sur les tarifs. Bref, les coûts, c'est infernal. Et c'est très fun. Quelques conseils, et je vais m'arrêter vraiment à des choses qu'on a fait au début de notre migration vers le cloud. Première chose qu'on a fait, les premières erreurs qu'on a apprises, puis après c'est des choses qui se généralisent tout au long du cycle de vie des projets. Premier conseil, taguez absolument tout. Vous pouvez définir des étiquettes sur les ressources AWS. Utilisez cette fonctionnalité, ça vous permettra de faire des reportings, comme ici, le coût par projet. Donc là, je regarde les coûts par projet, je me dis le projet en vert un peu moche au milieu, je le vois jamais, sauf pendant 3 jours sur la droite du graphe. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir les développeurs du projet, je leur demande salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu un énorme pic de trafic, auquel cas, payer c'est normal. Ou vous avez déployé quelque chose d'un petit peu incorrect? Bref, savoir suivre les coûts par projet, ça permet de poser ce genre de questions. Aussi, taguer par projet, ça permet d'identifier les coûts de chacun des services utilisés par un projet. Par exemple, ici, j'ai un projet pour lequel un tiers des coûts sont du CDN, un tiers des coûts sont de la base de données, et un tiers des coûts sont du stockage sur S3. En parlant avec les développeurs du projet, on s'est dit, mais en fait, ce projet, il utilise très peu sa base de données. C'est pas normal qu'elle coûte aussi cher par rapport au reste. Donc
On a investigué, on s'est rendu compte qu'effectivement la base de données était chargée à 1%. Ça nous a permis de redimensionner l'instance à la baisse. Quelques exemples d'amélioration, juste quelques-uns, encore une fois, on pourra en parler pendant 1 heure. Une chose qu'on a fait, au lieu d'utiliser des instances EC2 on-demand, qu'on paye à la minute à un tarif assez élevé, on a commencé à utiliser des instances spot. Les instances spot chez AWS, ça fait 70% d'économie, jusqu'à 70% d'économie, parfois un petit peu plus. Par contre, Amazon peut reprendre ses serveurs à n'importe quel instant en vous prévenant au maximum 2 minutes en avance. Eh bien, on n'a même pas eu besoin de mettre en place un Chaos Monkey dans le cluster Kubernetes, Amazon l'a fait pour nous. Je dis ça, en staging au début ça marchait pas très bien, et aujourd'hui, 2 ans et demi après, tous nos worker nodes Kubernetes sont des instances spot. Et ça marche très bien. Quelque chose d'autre auquel on a réfléchi, c'est d'utiliser le principe d'instances réservées chez AWS. Donc les tarifs que je mets ici, c'est pour des C5-4X large à Paris, c'est des grosses machines avec 16 CPU. Elles coûtent 6 981 $ à l'année. Mais si on s'engage sur 1 an, on peut faire baisser ce tarif. Et même si on s'engage sur 1 an en payant une partie du montant ou tout le montant à l'avance, on peut arriver jusqu'à 36% d'économie. Par contre, on s'engage pendant 1 an. Donc on perd la souplesse du cloud, mais on paye moins cher. Et si vraiment on est sûr de vouloir s'engager et que nos workloads ne vont pas évoluer, surtout ne vont pas baisser, on peut s'engager pendant 3 ans. Et là, on peut faire jusqu'à 58% d'économie si on paye 3 ans d'avance. Cela dit, ça vous fixe sur une taille de machine, une famille de machines, une taille de machine. Donc, si vous êtes un peu moins sûr, vous pouvez faire des réservations convertibles qui vous rapporteront un petit peu moins, mais qui permettront de changer de type de machine. Donc, sur ce tableau, on a quelque chose comme 13 tarifs différents pour un type d'instance. Maintenant, vous imaginez ça pour d'autres types d'instances et pour d'autres services, et vous comprenez pourquoi je parlais d'en faire des coûts. AWS a dû comprendre que c'est un petit peu galère, donc depuis, je crois, l'année dernière, ils ont sorti une nouvelle approche qui s'appelle les Saving Plans, qui est un petit peu plus souple. Vous pouvez vous engager sur un montant en dollars et avoir une réduction, ou vous engager sur des familles d'instances et puis uniquement une taille. C'est un petit peu plus souple. On a commencé à en faire un tout petit peu, mais pas encore beaucoup. Une autre optime qu'on a fait, vous vous souvenez, je parlais de 2 téraoctets de vidéos en plus tous les jours, c'est stocké sur S3. Eh bien, quand la fonctionnalité Intelligent Tiering est sortie, on a coché la case, et vous le voyez, 30% d'économie. Cette fonctionnalité va apprendre si vous utilisez ou non fréquemment les fichiers, et changer leur classe de stockage pour les passer sur un stockage moins coûteux au bout d'un moment. 30% d'économie, une case à cocher. Et c'était vraiment une case à cocher parce qu'à l'époque, la fonctionnalité n'était pas encore disponible avec Terraform. Puis dernière piste, en fait 2 pistes cette fois-ci. Ce que vous avez ici, c'est le coût de l'écriture de log vers CloudWatch, et j'ai même laissé le montant en dollars, histoire de rigoler un petit peu ce coup-ci. Quand on part de la gauche du graphe, le coût est assez faible, tout va bien, et on arrive sur un gros plateau qui a duré 1 semaine ou 2 semaines, un peu bizarre, donc on a cherché. Et là, on s'est rendu compte qu'une application qui avait un grand nombre de réplicas, peut-être 100 réplicas ou plus, écrivait sur sa sortie standard qui était envoyée dans CloudWatch, je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant. Toutes les secondes, sur une centaine de réplicas. Eh ben, on a payé une fortune pour je suis vivant toutes les secondes. Ça nous a pas beaucoup fait sourire sur le coup, j'en souris maintenant, mais à l'époque on était un petit peu triste. Bon, on a baissé le niveau de verbosité de l'application, et elle ne dit plus qu'elle est vivante, et elle marche toujours. Et quelques jours après, on commence à avoir des pics énormes. On regarde cette application à nouveau, non, pas de problème, elle ne disait plus qu'elle était vivante. Donc on cherche, et là, on tombe sur une application développée dans un langage dont je tairai le nom, développée en externe, donc pas une application chez nous, un petit peu plus difficile à maintenir. Et on voit des stack traces absolument énormes. Et ces stack traces finissaient dans les logs. Et on est monté à plus de 200 $ un jour quand même, de logs, de stack traces. L'application marchait très bien. Sur son monitoring, il n'y avait aucune alerte et ses clients n'avaient aucun problème. Donc on avait des stack traces qui terminaient par .js à la fin de toutes les lignes, 200 $ par jour. Bon, on n'a pas trouvé comment enlever cette stack trace, on a redirigé la sortie d'erreur vers DevNull. C'était il y a 2 ans, l'application marche toujours très bien. Peut-être qu'elle envoie encore des stack traces. On l'a mis à jour depuis, donc ça a peut-être été corrigé. Bref, ne faites pas n'importe quoi et suivez vos coûts, ça va vous permettre d'identifier des choses bizarres.
Les coûts, en fait, c'est aussi une force. Les coûts chez AWS, les coûts sont élastiques en fonction de votre consommation, donc ça va vous permettre de développer le business en fonction des coûts. Facturer par projet, ça va vous permettre de prendre des décisions, ça va vous aider. Vous allez peut-être identifier un projet qui coûte trop cher par rapport à ce qu'il rapporte, et vous pourrez décider de le stopper. Vous allez identifier un projet qui coûte trop cher mais qui est extrêmement important, vous allez décider d'investir pour optimiser les développements. Et les coûts ont aussi une influence sur les choix techniques. Certaines solutions coûtent plus cher que d'autres. L'approche qu'on a suivie, c'est d'être pragmatique, si je puis dire. On a essayé, mais au bout d'un moment, on a admis qu'on ne saurait pas prédire précisément combien ça coûterait. On a estimé les coûts en ordre de grandeur tout de même. On a développé, on a déployé, on a suivi la consommation, les coûts, régulièrement. Et ensuite, on a amélioré, optimisé et itéré plusieurs fois. Quoi qu'il en soit, dans le cloud, tout se paye. Et des fois, c'est difficile de faire moins cher sur un hébergement élastique quand on utilisait 98% de nos ressources on-prem. Encore une fois, migrer dans le cloud, pour nous, l'objectif, c'était de gagner en élasticité et en souplesse. Et on sait très bien qu'on a des optimisations à faire tout au long du cycle de vie des projets. Donc, est-ce que notre nouvel hébergement est moins cher? C'est une question intéressante. D'un autre côté, il est élastique et il scale quand on a des pics de charge, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, quel est le résultat de cette migration vers le cloud? Bien, déjà, hey, on a fait des trucs qui marchent! Un side effect qui est évident avec le recul, mais sur le coup, on l'avait pas anticipé plus que ça, on avait d'autres choses à penser. Ce tweet, c'est notre deputy CTO qui dit en fait c'est assez fun depuis qu'on fait de l'infra as code chez M6 Web, on s'est renommé Bedrock depuis. Maintenant, une des premières choses qu'on fait sur un nouveau projet, c'est le déployer. On crée une route de statut, on déploie le projet. Avant, quand on était on-prem, on développait pendant 2-3 mois et puis on faisait un ticket à notre infogérant qui mettait 3 ou 5 semaines à nous ajouter des serveurs. Maintenant, on itère beaucoup plus vite. En termes d'élasticité, je suis désolé, la couleur est pas géniale. Ce que vous voyez ici, c'est des pods Kubernetes pour une de nos applications. La nuit, on a une dizaine de pods, le soir, on en a 300. C'est autoscale. Magie. Et les instances C2 en dessous, ce qu'on paye chez AWS, ils autoscalent de la même manière. Donc, ça marche plutôt bien. Et donc, globalement, en conclusion, en résumé, eh bien, on a éteint des serveurs. Tout ça, c'est des piles de serveurs qu'on a éteints, qu'on a sortis de notre salle serveur on-prem. Et il y en a plein d'autres qu'on a éteints, qu'on n'a pas pris en photo. Donc, ça y est. Migrer dans le cloud chez Bedrock, on a choisi Kubernetes, qui est un outil riche, mais complexe. Pour nous, on pense que c'est un bon choix avec le recul. Cela dit, on a des équipes de sysadmin qui ont appris des choses, qui ont réappris leur métier. Dans une entreprise plus petite, avec des équipes plus petites ou pas de sysadmin, je ne suis pas convaincu que Kubernetes soit toujours un bon choix. Ou peut-être en manager. Les services managés, c'est autant de travail en moins, ça vous permet de faire d'autres choses, d'apporter de la valeur différemment. Et l'infrastructure, c'est génial, ne faites surtout pas de clics dans des consoles web. Faites de l'infra as code. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas avancer sans faire des compromis, et ensuite, il faut améliorer et progresser. En sortant un petit peu de la technique, migrer dans le cloud, ça répond à une volonté et à un besoin de l'entreprise. On a investi des centaines, des milliers même, de jours de travail. C'est quelque chose qui implique tout le monde, les équipes d'administration système, les DevOps, les développeurs et les product owners, ce qui a un impact sur le produit et sur les roadmaps. Ça prend du temps de migrer dans le cloud. Et c'est un projet qui n'est pas possible sans soutien et surtout volonté du management. Je suis pas sûr de l'avoir dit, donc je le dis ou je le redis. Migrer dans le cloud, ce n'est pas un projet technique. Et quand vous allez voir des articles, qu'un de vos chefs va voir des articles en disant « Hey, on a migré dans le cloud en 5 minutes et ça nous coûte 5 $ par mois », je vous garantis, ces gens essayent de vous enfumer. Ils n'ont pas de résilience, pas de log, pas d'infra as code, ils n'ont pas pensé le temps que ça leur a pris en termes de jours hommes de développement. Ils n'ont pas l'élasticité qu'on a, enfin bref, c'est pas 5 minutes et 5 $ de migrer une grosse plateforme dans le cloud. Mais pour terminer sur une note un petit peu plus positive, je voudrais vous montrer ce graphe.
Ce graphe, c'est la consommation CPU de notre service de génération de miniatures d'images. On voit sur la gauche du graphe qu'il consomme en général 6 CPU, quelque chose d'assez normal parce que les images sont cachées au niveau de notre CDN. Et à 16 heures, nous avons changé de CDN. Nous sommes repartis d'un cache totalement froid pour cette application. Eh bien, nous avons fait x47 sur le nombre de CPU consommés par cette application. Et nous avons fait x47 en 16 minutes. Et si on prend le temps que la charge rediminue petit à petit sur la soirée et sur la nuit, ça ne nous a coûté qu'environ 150 $. Quand on était on-prem, vider le cache du CDN ou changer de CDN, c'était absolument impossible. Au bout d'une minute, on rollbackait. Merci beaucoup, je m'appelle Pascal Martin, je suis lead DevOps chez Bedrock et on recrute. On recrute notamment à Lyon des postes techniques, des administrateurs système, AWS, Kubernetes, des DevOps aussi, peut-être des FinOps bientôt. Et si vous voulez en savoir plus sur cette migration, en savoir plus que ce que j'ai pu vous dire en 46 minutes, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Plan Copenhague. Vous avez l'adresse à l'écran, leanpub.com/syscloud. Il y a déjà 11 chapitres publiés, il m'en reste 2 ou 3 sur lesquels je suis en train de travailler, et vous apprendrez plein de choses dans le Plan Copenhague. Merci beaucoup.